et bienvenue sur Antichambre, ton nouveau podcast sans tabou dédié à la sexualité pour toutes et tous. Je m'appelle Amy, j'ai 22 ans et je t'invite à débuter cette aventure ensemble pour explorer et vivre pleinement ta sexualité. Alors mets-toi à l'aise et viens écouter les voix d'Antichambre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Antichambre. Cet épisode est un petit peu particulier car on fête les 1 an du podcast. 1 an, c'est passé super vite. On a beaucoup de choses à dire, mais tout d'abord, on vous remercie énormément tous, que ce soit pour votre soutien, vos écoutes et d'être là, et de nous rejoindre si c'est le cas. Pour cet épisode, on va aborder l'envers du décor, comment se passe le podcast, et je vais aussi me placer pour une fois de l'autre côté du micro et répondre aux questions que vous avez pu nous laisser sur nos divers réseaux, Instagram, TikTok. D'ailleurs, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à aller nous suivre sur ces réseaux, je vous les remettrai en description. Eh bien, c'est parti et on va commencer avec la première question. Alors, en 1 an de podcast, Amy, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as appris ? Beaucoup de choses. J'ai appris sur l'univers de la sexualité, forcément. Il y a des domaines que je connaissais pas. J'ai aussi du coup beaucoup appris sur moi-même, comment je fonctionne, ce que j'aime pas, comment mieux communiquer. Et j'ai aussi appris les côtés plus techniques, fonctionnement, comment un podcast s'enregistre, les audiences, tout l'envers du décor qu'on voit pas, le temps, comment préparer un épisode. Et ça m'a aussi appris à mieux gérer le contact humain. Comment parler aux personnes, créer du lien. Je suis plus sociable, plus à l'aise. En parlant de ça, tu dis souvent que tu manques de confiance en toi. Est-ce que justement le podcast, ça t'a aidé dans ce sens ? Alors, oui. Je pense que ça m'a aidé à justement assumer ce que j'aime et ce que j'aime pas. Après, ce serait mentir de dire que le problème est réglé. Mais oui, je pense que ça aide. Je me sens, entre guillemets, moins bizarre ou moins seule. Et je me rends compte que c'est des choses qui touchent tout le monde. J'arrive plus à prendre du recul sur mes craintes et angoisses lors de rapports. Mais c'est toujours en construction. Ok. Est-ce que du coup, Antichambre, ça a changé ta manière de faire des rencontres et de faire du sexe pendant ces rencontres ? Oui. Je pense que tout est un peu lié de toute façon. Que ce soit le mental et le podcast, parce que j'ai un peu travaillé sur les deux. Mais oui, c'est vrai que maintenant, je me rends compte que je suis peut-être plus à l'aise pour, par exemple, lors d'un rapport, amener du lubrifiant. Alors maintenant, je l'ai vraiment avec moi, souvent dans mon sac, une version miniature, et dire que j'aimerais qu'on l'utilise. Alors qu'avant, je pense que j'aurais... Enfin non, pas je pense, j'aurais pas osé. Même dire que j'ai pas envie d'une position. Ça, je me suis surprise il y a pas longtemps, j'ai vraiment dit non. Et alors que je l'aurais jamais fait. Après, par contre, dans les rencontres, pour initier, ça, je suis toujours pareil. C'est toujours compliqué. Du coup, est-ce que le podcast a changé ta façon de vivre ta propre intimité ? Oui. Pareil, du coup, je suis quand même plus à l'aise avec moi, mon corps. En fait, je trouve que je suis plus à l'aise avec mon corps, pas grâce au podcast, mais parce que le podcast m'a fait évoluer mentalement. Et du coup, le mental fait que physiquement, je suis plus à l'aise. Mais oui, ça c'est sûr, clairement. Même pour parler sexualité, j'étais déjà très à l'aise. Mais là, c'est vrai que je me sens même plus confiante, des fois presque plus légitime. Je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais pour pouvoir en parler de manière posée et en ayant justement reçu plein d'invités différents, donc ayant vu une sexualité très vaste, de pouvoir parler de sujets et justement communiquer avec des gens et débattre. Rien que ça, je me sens plus à l'aise. Alors, c'est pas forcément dans mon intimité, mais ouais. Après mon intimité, je dirais le podcast, en fait, ça revient un peu avec avant. Il y a des choses que j'arrive plus à accepter et à dire que j'ai envie, alors qu'avant, j'aurais pas osé. D'ailleurs, on pourrait aussi vous poser la question, est-ce que Antichambre vous a permis d'évoluer sur la façon de voir ou vivre votre sexualité ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur nos réseaux. Après 1 an de podcast, j'aimerais savoir ton avis. Est-ce que ça a changé ? Fellation et cuni, préliminaire ou acte sexuel à part entière ? Alors, c'est vrai qu'avec le podcast, j'aime de moins en moins le terme préliminaire. Donc je dirais que ça a un peu changé. Je trouve que c'est quand même un acte à part entière.
Et je pense que tout au début de ma sexualité, je le voyais un peu différemment du rapport. Limite, c'était moins intime pour moi. Et plus le temps avance, plus je trouve que ça l'est tout autant et ça a tout autant d'importance. Encore plus qu'avant, j'arrivais pas à recevoir, j'étais gênée qu'on me donne. Et maintenant, j'ai envie de recevoir, donc je trouve ça encore plus important. Est-ce que tu peux me raconter une pratique que tu as découverte par le podcast ? Alors, je dirais plusieurs pratiques du BDSM. Alors que j'ai découvertes, je les ai pas pratiquées, mais découvertes, je connaissais vraiment pas leur existence. Par exemple, il y en a une, c'était le fait de devenir un objet, de devenir une table ou de devenir une chaise dans un jeu de rôle sexuel avec son partenaire. Ça, j'avoue, je connaissais pas du tout. Et après, pour l'instant, que j'ai pratiqué, c'est vrai qu'il y en a pas. Mais le fait de justement tourner le podcast, enregistrer certains épisodes, j'avais beaucoup de mal avec l'idée de me faire attacher ou d'être attachée tout court. Et maintenant, je suis plus apte à le faire. C'est quelque chose que j'ai même envie de pratiquer. Mais je pense que sans le podcast, ça aurait mis beaucoup de temps avant que j'y arrive. Justement, en parlant de ça, est-ce qu'il y a un fantasme que tu aimerais explorer ? Je pense que j'ai des envies, mais c'est toujours pas des fantasmes. En fait, fantasme, je le vois tellement comme juste l'idée, elle t'excite, ça te fait monter en puissance. J'en suis pas là, donc je pense que j'ai toujours pas de fantasme, mais je suis plus curieuse, même juste de voir ou voilà. Et tu peux nous en dire plus du coup sur ces envies ? Bah alors, donc je pense qu'il y avait le fait d'être attachée, il y avait même tout ce qui est envie de plus jouer avec les chaleurs, les textures, enfin les températures et les textures, de plus jouer avec son corps. Et après, en termes de juste curiosité, j'ai pas forcément envie de le faire tout de suite, mais un jour aller dans un club libertin, je me dis c'est quelque chose à faire, quoi, à voir. Ok, bah j'allais te demander justement, ma suivante c'était club libertin, plutôt ok ou jamais, mais du coup... Plutôt ok, pas de suite, mais plutôt ok. Grande question parce que les mots sont importants. Alors, baiser ou faire l'amour ? Moi, c'est faire l'amour. Zéro débat. Pour moi, c'est vraiment hyper... parce que je me connais et que je suis quelqu'un de très sensoriel, charnel. Et quand j'ai un rapport avec quelqu'un, j'aime bien partager complètement. C'est vraiment un vrai partage de moi. Donc, je préfère faire l'amour. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on a eu ce débat avec des collègues. Après une soirée de taf, on allait faire un after donc qui était minuit, 1h, dans un bar de Paris qui allait fermer. On était 12, donc il y avait de tous les âges. Et à un moment, on a ce débat de « mais vous dites baiser ou faire l'amour ?» Et c'était vraiment 2 teams, quoi. Et on avait, mais peu importe les genres, les orientations, etc., il y avait vraiment juste 2 teams. Ceux qui disent « ah bah ça dépend, mais moi c'est baiser » et d'autres qui étaient là « non mais faire l'amour tout le temps ». En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui disent baiser peuvent dire faire l'amour, mais ceux qui disent faire l'amour en général vont rarement dire baiser. Voilà. Justement, tu nous parles d'afterwork et de votre discussion. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la parole sur la sexualité en France ? Je trouve qu'on en parle plus, c'est sûr. Après, j'ai l'impression que ça reste quand même encore très tabou. En fait, je trouve plus quand on en parle, les gens restent globalement et de plus en plus bienveillants et curieux. Mais ce serait mentir de dire que c'est vrai que des fois, je parle du coup sexualité tout le temps, ou je peux faire des audios pour parler d'un épisode à des amis. Et je le fais dans la rue. Et ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas des fois où je me dis « Oula, en fait, en fonction de ce que tu peux entendre, bah, t'es quand même encore jugé. Il y a quand même beaucoup de restrictions. » Même par exemple au travail. Je sais que bah, là, il y a un collègue que je croise de temps en temps, mais on s'est parlé juste une fois. Où on est venu à parler de ça et je me suis dit bah en fait c'est vrai que j'ai de la chance d'être dans un travail où c'est très ouvert, on peut en parler, mais on est 300 et je sais que le haut de l'entreprise pense pas forcément comme ça, et à tout moment je me suis dit bah c'est fou, mais je pourrais me prendre un retour de bâton, peut-être le fait de parler de sexe ouvertement avec un collègue dans la cuisine, quoi. Donc c'est mitigé. Je pense qu'on est sur une bonne évolution, mais c'est doucement quand même. Même quand on pense encore à la condition, par exemple, de tous les travailleurs du sexe, etc.,
j'ai l'impression que c'est pas hypocrite, mais il y a un peu parlez-en, mais en même temps derrière, pas trop quoi. C'est quoi le plus gros tabou que t'aimerais casser ? Je pense que ce serait mon propre tabou. Je m'explique. J'ai pas vraiment de tabou. On peut venir, par exemple, me parler de tout. Enfin, toujours, on est sur la sexualité, mais de tout, et je vais jamais être gênée. Mais quand je dis mon propre tabou, c'est plutôt... je sais que je suis des fois très très dure avec moi-même, et que du coup, je me laisse pas toujours la parole, entre guillemets. Par exemple, je sais qu'après un rapport, ça m'arrive moins, mais je vais pouvoir me dire peut-être qu'on va me juger, peut-être que c'était pas assez bien, peut-être que j'aurais dû changer de position, ou j'aurais dû plus faire du bruit, enfin je sais pas, plein de questions. Et du coup, c'est un peu ce tabou-là de se dire en fait, t'arrives à être très ouverte sur tout, mais tu l'es pas assez avec toi-même. En gros, plus communiquer. Pas plus communiquer, plus m'écouter. Moi, avoir honte, honte c'est un très grand mot, mais moins me juger en fait. Ok. Être moins dur avec moi-même. Et dans les prochains mois, sur Antichambre, de quoi t'aimerais parler ? De tellement de choses. J'aimerais beaucoup aborder... en fait, il y a tellement de thèmes. Déjà, des thèmes que je connais pas. J'aimerais un jour recevoir un message de quelqu'un qui me propose de participer à un épisode avec un thème que je connais pas du tout. Ce serait génial. J'aimerais bien aborder la transidentité. Aussi, tout ce qui est plateforme privée, donc Mime, OnlyFans, justement ces créateurs de contenu-là. J'aimerais bien faire d'autres parties sur les applications de rencontres. J'aimerais aussi avoir peut-être des marques ou des créateurs de justement sextoys ou des sex shops tout court. Un peu voir comment ça se passe. J'aimerais avoir des gens dans peut-être la pub aussi, et avoir leur vision de justement la sexualisation, comment c'est abordé, est-ce que c'est vraiment ça qui fait vendre. J'aurais bien aimé aussi avoir un acteur ou une actrice X pour voir l'évolution sur le porno et son avis. J'aimerais aussi faire un épisode sur les religions, l'aspect religieux au sein de la sexualité d'une personne, à quel point ça va l'impacter, est-ce que justement à quel point on peut être différent, et est-ce qu'en fonction des religions ça change, etc. Et j'aimerais bien avoir aussi des gens du quotidien qui pourraient juste... on est tous des gens du quotidien, mais un peu des histoires... J'aimerais bien faire un épisode sur les fails. De se dire que justement, tout rapport n'est pas incroyable, mais que ce soit plutôt un épisode assez drôle pour qu'on puisse tous décomplexer ensemble. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de participer au podcast, que ce soit sur ces sujets-là ou d'autres sujets, vraiment n'hésitez pas, envoyez-nous un message sur nos réseaux, on discute et on voit si c'est parti. Super. Est-ce que tu peux me dire du coup, pourquoi t'as lancé ce podcast ? Pourquoi t'as lancé Antichambre ? Alors, Antichambre, donc j'ai fait un master en direction artistique, en communication 360. Et pour notre sujet de master, on peut soit prendre une marque existante et créer un diplôme dessus, soit créer une marque. Et j'avais très envie de créer une marque, mais pas juste comme ça. Donc j'ai cherché un phénomène de société pour avoir vraiment le fond et après, moi, mettre la forme pour mon master. Donc je suis tombée sur la sex-récession. Donc c'était les 15-25 ans qui avaient de moins en moins de rapports dans les pays occidentaux. Et je me suis dit, en fait, depuis toujours, enfin toujours non, mais bon, voilà, depuis longtemps, t'es super à l'aise pour parler sexualité. C'est vrai qu'en général, les gens viennent te parler aussi de ça, avoir des conseils. Est-ce que c'est pas un peu l'occasion ? Il y a un vrai fond, il y a un vrai sujet, un phénomène de société, donc go. Et je me suis aussi dit, c'est vrai, que c'était un peu qui tout double. Justement, soit ça allait pas du tout passer auprès de l'école, mais en même temps, c'est un sujet qui allait forcément faire parler. Donc s'il était bien fait, j'étais gagnante à 200%. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai décidé de créer Antichambre. Donc pour le master, c'était de base une application multiservice où on peut rencontrer, communiquer avec son ou ses partenaires, donc de la contraception, des défis, des questions de communication, des défis sexuels, pardon. Une partie justement liée à un sextoy non genré que j'ai tout le temps sur la table en prototype, en maquette 3D, pour s'aider à se découvrir.
Il y avait une partie aussi prévention, où là, il y avait des vidéos et des FAQ et le podcast. Et en fait, il y a plein de services dans cette application et on la module comme on veut, etc. Et je me suis dit, pour la lancer, un moyen accessible pour faire connaître un peu à tout le monde et lancer ce projet, c'est le podcast. Donc, de là, je me suis dit, en fait, faut le lancer. Surtout que j'avais eu plein de bons retours, que ce soit des étudiants, que ce soit de marques qui étaient venues voir le master, même de professionnels. Je m'étais dit, faut y aller. Et Antichambre, exactement, en plus, ça vient d'une de mes profs. En fait, pour mon sujet de master, je devais absolument avoir une inspiration graphique. Et donc, j'avais choisi le baroque. Et donc, il fallait un nom qui puisse justement aller aussi avec le baroque. Donc, on s'en est parti sur Antichambre. Antichambre, normalement, c'est une pièce, c'est un vestibule, en fait, avant d'accueillir les gens dans les maisons. Et je me suis dit, en fait, c'est parfait, cette marque, ça va être quoi ? Ça va être un peu le avant ou le après son rapport. Quand il y avait l'application, le sextoy, et là, c'est un peu pareil avec le podcast, c'est en fait cette petite pièce où on va pouvoir désamorcer, parler de tout, en étant complètement libre, sans jugement. Un peu comme si on enlevait tous ses bagages dans ce podcast, et après, on y va. On fait ce qu'on a à faire. Ok. Justement, après 1 an, est-ce que tu peux me dire, avoir son podcast, est-ce que c'est comme ça que tu l'imaginais avant le lancement ? Et qu'est-ce qui est le plus compliqué ? Alors, oui et non. J'imaginais d'un côté que ça serait plus dur d'avoir une audience. Je m'étais dit, soit il faut un énorme buzz pour que tu aies des gens qui t'écoutent, soit ça restera dans ton entourage et peut-être avec le temps, ça prendra, voilà. Au final, du coup, je suis plutôt étonnée du bon sens. Après, je m'attendais aussi à tout le travail derrière. Et par chance, le studio Moya m'aide beaucoup pour le lieu enregistré, mixé derrière. Tout, en fait, c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Donc là-dessus, ça aide pas mal parce que je pense qu'il y a une bonne charge du coup que je n'ai pas. Et après, je m'attendais pas forcément par contre à autant de réactions bienveillantes des gens. Enfin, qui est ce type de réaction. Par exemple, en général, quand je vais dire que j'ai un podcast, ou en fait souvent c'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire que je vais rencontrer quelqu'un, on va parler un peu et en fait t'as une autre personne qui va dire « Ah mais tu sais pas, mais elle a un podcast sur la sexualité ». Et en fait ça marque les gens mais de la bonne manière et du coup ils en parlent d'eux-mêmes. Alors presque des fois on me présente comme ça, je ne suis pas que ça, mais du coup c'est vrai que c'est super bien. Ou recevoir des messages de personnes que je connaissais pas. Tout ça, je m'attendais pas en fait. J'avais l'impression qu'il n'y allait pas autant avoir de bons retours et d'encouragement. Voilà. Tu me parles là des bons côtés du podcast. Est-ce qu'il y a aussi des choses qui sont compliquées dans le fait de lancer un podcast, dans le fait d'avoir un rythme à tenir peut-être ? Le rythme, c'est vrai que nous, on est à 2 épisodes par semaine. C'est pas mon travail à temps plein. Donc, c'est vrai que ça peut être très fatigant. Surtout qu'en soi, on n'enregistre pas toutes les 2 semaines. Donc c'est vrai que le rythme à tenir, il est assez compliqué. Même pour justement tout ce qui est communication autour, etc. C'est un vrai investissement. Faut bosser quand on rentre chez soi, en fait, en plus de déjà son travail. Mais d'un autre côté, vu que j'adore et que j'aime bien, ça me dérange pas de le faire. Et je me dis, je le fais pas pour rien. Le but, c'est de faire évoluer ce podcast, de petit à petit qu'il prenne justement plus d'ampleur, de le faire grandir. Et c'est en bossant et en s'investissant que ça peut le faire. Après, trouver aussi des personnes pour participer. En fait, c'est vrai qu'il y a des vagues où il y a beaucoup de personnes d'un coup qui vont se proposer ou que je vais trouver et des vagues où, en fait, on trouve personne. Donc, c'est plus compliqué. Justement, si tu pouvais avoir l'invité de ton choix demain dans le podcast, tu choisis qui ? J'ai plusieurs personnes. J'aimerais avoir Gaël Garcia Diaz pour l'anecdote parce que je l'avais rencontré quelques jours avant de sortir le premier épisode du podcast à l'aéroport. Et du coup, j'étais allée la voir. Je lui avais parlé de ce podcast, donc voilà, on avait un petit peu échangé. C'est une entrepreneuse, une créatrice de marque, etc. Mais elle a quand même construit aussi sa marque de make-up au début et même son personnage YouTube, sur beaucoup de sexualisation, de vulgarité.
Ses palettes, c'est la chouin, la petite chouin. Donc en fait, elle a joué avec des codes de la sexualité. Elle les a complètement twistés à son avantage. Donc je trouvais ça très intéressant. Justement, tout ce qui est marketing, etc. Après, en fait, j'aimerais avoir un invité que je connais pas. Dans le sens où, je pense que c'est ça mon invité de rêve. C'est d'avoir une personne que je connais pas et de sortir de l'épisode et de faire c'était ultra intéressant. C'est déjà arrivé, donc j'espère que ça va re-arriver. Bah justement, est-ce que tu peux me parler un peu des épisodes qui t'ont marqué ? Alors en fait, en quelque sorte, ils m'ont un peu tous marqué d'une façon. C'est comme si chaque épisode laissait une petite empreinte sur moi. Enfin, il y en a quelques-uns où vraiment je suis ressortie de là et je me suis dit ok. Alors après, c'est très personnel, hein. Celui avec Fanny sur la communication, où je me suis rendu compte que je communiquais très mal en sortant de cet épisode. Je le savais, mais j'étais obligée de le voir maintenant. L'épisode avec Axel de Sade sur le BDSM, c'est vrai que je connaissais pas du tout ce domaine et en fait, elle m'a vraiment justement appris plein de choses, peut-être enlever mes idées reçues que je pouvais avoir sur le BDSM. Et j'ai vraiment trouvé cet épisode passionnant. Et en fait, la plupart du coup des épisodes sur le BDSM, que ce soit avec Will, Alice ou même Sacha, du coup à chaque fois ils apportent justement une nouveauté sur un sujet dont on parle pas tant que ça, qui reste encore très tabou justement. Donc à chaque fois je ressors plutôt pleine de curiosité et de connaissances. Ok. Est-ce qu'il y a des moments où tu as douté pendant cette année d'enregistrement de podcast ? Oui, forcément. Déjà je suis une grosse perfectionniste, donc c'est vrai que des fois je me dis mais c'est pas assez bien, il faut faire plus, et du coup je me dis mais peut-être que t'y arriveras pas, donc faut mieux calmer, tu fais perdre du temps à tout le monde, etc. Donc à ces moments-là, oui. Au tout début en fait c'était un jour j'étais surexcitée que ça sorte et le lendemain j'étais là oh peut-être qu'il faut pas du tout. Et maintenant je doute moins. Mais parce qu'aussi, j'essaye de me mettre moins de pression et plus de recul en me disant que tout va bien. On fait aussi, pas vraiment au jour le jour, on s'organise, mais de prendre ce qui vient comme il vient. Et puis voilà. Et que, en fait, c'est la vie. Il y a des hauts et des bas. Et voilà. Mais je doute pas. En fait, il y a tellement de projets. Je me dis juste, il faut bien prendre le temps de tous les faire et de bien les préparer plutôt que se jeter dedans et risquer de tout rater. Ok. Du coup, est-ce que, en ayant un podcast sur la sexualité, est-ce que tu as eu des retours qui ont été un peu compliqués à gérer ? Alors, en général, on a des retours très bienveillants. Après, les retours, c'est surtout avec les réseaux. C'est vrai qu'il s'est passé 2-3 petits trucs où je me dis, c'est vraiment le côté négatif des réseaux. Par exemple, à un moment, on a eu Matou. Donc elle, c'était sur être obèse et désirée. Et en fait, cette vidéo sur TikTok, elle a fait plus de 600 000 vues. Et elle a vachement buzzé. Et en fait, pas dans le bon sens. Elle a buzzé parce que, en fait, les gens ont mis des commentaires complètement grossophobes, ultra violents. Déjà, c'est un extrait d'1 minute. Ils n'ont pas du tout écouté l'extrait. Elle s'en prend plein la tête tout le long des commentaires. Mais vraiment, c'est très, très violent. Donc là-dessus, c'est le côté assez négatif. Et toi, à titre perso, du coup ? À titre perso, ça peut m'arriver de temps en temps que vu que j'ai un podcast sur la sexualité, on pense que j'ai une sexualité incroyable, que je me fais retourner dans tous les sens, que je fais tous les trucs les plus fous possibles. Mais c'est jamais dérangeant, quoi. C'est plus, on le pense, un peu en rigolant, je dis que non. Et puis voilà, ça passe, quoi. Donc je dirais pas que c'est négatif. Ça me fait plus rire qu'autre chose, quoi. Ok. Et du coup, pour la suite, est-ce que tu pourrais nous exposer un peu tes envies, tes idées, tes formats ? Alors, pour la suite, dans un idéal, ça serait que le podcast continue sur sa lancée, évolue, qu'on ait de plus en plus d'auditeurs et d'invités, qu'on arrive à créer une communauté safe, sans tabou, sans jugement, pour vraiment parler de sexualité. De pouvoir un jour lancer cette marque Antichambre, de voir l'application, le sextoy se lancer. À côté, à plus court terme, déjà faire plus de live Twitch, même de live TikTok,
et créé le jeu Antichambre. Donc c'est un jeu de cartes, donc ça a un peu évolué. Au début c'était un jeu de plateau avec des cartes, là on est plus parti sur des cartes avec une petite roue, mais donc ce serait un jeu sur la sexualité à faire entre amis. Donc il n'y a pas de gage de action, vérité, embrasse la personne à gauche, etc. Pas du tout. C'est vraiment pour parler de sexe, entre amis, rire, briser les tabous. Voilà, il y a des jeux revisités comme le beer pong, le lancer d'anneaux sur God Ventouse. Il y a des questions de culture cul, du coup, avec justement des stats, des anecdotes et permettent d'apprendre sur la sexualité. Il y a une partie, justement, je n'ai jamais, j'oserais, cap ou pas de le faire, etc. Plus intime. Donc voilà, l'objectif, ce serait vraiment de pouvoir le commercialiser, de réussir à lancer la campagne Ulule. Donc voilà, ça, ce serait à court terme. Ce serait cool. Ok. Pour conclure, si on devait faire un petit bilan de ces 1 an d'Antichambre, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? Alors, personnellement, je pensais pas que j'allais voir autant d'individus et d'humains différents et qui m'apportent autant après chaque épisode. En fait, je me rends compte que j'ai appris énormément avec le podcast, donc vraiment bilan positif. Mais ce qui est tout aussi important, c'est que vous qui écoutez, apprenez aussi, puissiez vous sentir, entre guillemets, écoutés, compris, et qu'on puisse tous échanger et vraiment créer un lieu où on se sent tous bien et sans être jugés et sans tabou. Briser les tabous. Il y en a encore pas mal, malheureusement. Mais pour conclure cet épisode, déjà un énorme merci. Merci à ceux qui participent, qui viennent avec leur voix. Merci à tous ceux qui ont soutenu le projet. Merci à Studio Moya. Merci à vous tous qui écoutez. Même merci à ceux qui commentent, ceux qui aiment, ceux des fois qui écoutent pas forcément, mais qui n'hésitent pas à supporter. C'est génial. Genre vraiment merci à tous. Sans vous, le podcast fonctionnerait pas. Donc vraiment un immense merci à tous. Et à bientôt sur Antichambre. Une production Studio Moya. Studio Moya.